Bonjour à tous, bienvenue sur la Prum, deuxième live de la chaîne. On espère que le premier vous aura plu. Aujourd'hui, on a pas mal d'actu encore à traiter. On va parler déjà de la finale de Cup, parce que même si c'est pas de la Première Ligue, ça concerne les clubs de PL et ça va peut-être avoir un enjeu et un gros impact sur ce qui va se passer derrière dès que la trêve internationale sera terminée. À mes côtés, comme d'habitude, Driss, comment ça va? Ça va super. J'ai vu ton haut très très vilain. J'en profite le temps que le club est encore en Première Ligue. Tu peux. Mais ouais, ça va. On a eu un week-end très agité en Première Ligue et surtout, la finale, elle était aux oignons. Parce que, pas forcément pour la qualité, mais pour l'entertainment. Tout ce qu'on a eu, les réactions après les matchs, notamment les anciens joueurs qui ont été très durs avec Arsenal. Donc ouais, ce sera à nous de décortiquer ce match, d'analyser tout ce qui s'est passé. C'était plutôt intéressant. Premier trophée pour Cherki en professionnel, donc toujours très intéressant. Et puis aussi, on a le côté où Cherki, maintenant, on a vu qu'il avait ce vice pour être bon dans les finales, être un peu quelqu'un de vicieux, et c'est toujours intéressant, et en plus, comme les Argentins lors de la dernière Coupe du Monde. Et en plus, tu avais prédit City, enfin en partie sur la vidéo. Ouais, je me suis chauffé. On a été bon sur nos pronos ce week-end. Ouais, je me suis chauffé, franchement. On a été bon. Du coup, on va commencer en parlant de ce match. Il y avait un match, du coup, Arsenal-City. C'était un peu une pause dans leur course au titre, en quelque sorte. Parce que là, ça fait quelques semaines où là, on se disait même le week-end dernier qu'Arsenal avait vraiment pris une longueur d'avance, que ce soit en termes de points, mais aussi dans les têtes par rapport à City. Et finalement, ça s'est pas ressenti sur la finale, avec une finale du coup remportée par City. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du match en lui-même, que ce soit sur les choix des coachs, que ce soit sur ce qui s'est passé sur le terrain, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Évidemment, je vais revenir par le premier choix fort. En tout cas, sur les compos, c'était l'apparition de Kepa. Forcément, avec la dynamique de Raya, qui était plutôt dans une bonne dynamique ces dernières saisons, ces derniers mois, où on retrouve un goal qui est fort sur sa ligne. Et au départ, Raya, il a été mis devant Aaron Ramsdale parce que... Ramsdale, excuse-moi. Parce que voilà, c'était un goal meilleur balle au pied. Mais là, il commence vraiment à prendre une taille supérieure au niveau de son statut. Et Arteta, voilà, depuis le début de saison, il fait jouer Kepa en coupe. Forcément, quand tu arrives en finale, tu peux pas trahir forcément ton deuxième goal qui a donné pour justement que l'équipe arrive en finale. Et du coup, il s'est maintenu à cette règle. D'ailleurs, il s'est justifié après le match en disant qu'il ne pouvait pas, pour tenir son groupe, pour certaines raisons, etc., d'éliminer Kepa de ce match. Et c'est un peu compréhensible. Après, voilà, il ne sait pas ce qui va se passer pendant le match, avant le match, justement. Donc, ça a été un choix fort. Et puis, ça l'a coûté pour moi. On en reviendra plus tard. Mais ouais, dès l'entame du match, on a pas mal d'intensité, même si ça se regarde quand même un peu sur certaines phases de jeu. Et on a une équipe d'Arsenal qui a commencé très fort, avec des duels gagnés tout de suite par William Saliba et Gabriel. Je pense aussi à la triple occasion, j'allais venir, justement. Trafford, qui lui aussi du coup a été préféré à Donnarumma. J'allais y venir parce que Zubimendi lui glisse un magnifique ballon. Entre les lignes, il n'y a pas du tout hors-jeu. Moi, je pensais qu'il y avait hors-jeu au départ. Et puis Trafford, sur les genoux, il se lève, il arrive à éteindre le feu. Et puis, au final, quand tu regardes l'ensemble du match, tu te dis sûrement que Kai Havertz, il a grillé la meilleure occasion d'Arsenal pendant le match, que ça les aurait mis surtout sur le bon chemin. Et puis, ça aurait peut-être diminué la crispation qu'ils ont eue pendant tout le match, surtout à l'entame de deuxième période. Et je reviendrai plus précisément parce que je pense que c'est là où ils perdent le match, même s'ils n'encaissent pas ces buts à ce moment-là, un peu plus tard. Et on a vu une équipe d'Arsenal toujours dans cette crispation quand l'enjeu vient, tu as l'impression que tout le monde a un peu peur de porter la balle. Je reviendrai un peu plus sur le cas City parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire et ça a été très intéressant. Et c'est là qu'on va jauger encore le côté sensei et disciple entre Arteta et Guardiola. Mais c'est vrai que sur le côté Arsenal, je reste très déçu parce que j'avais cette prédiction, mais il fallait qu'Arsenal gagne ce match. En termes d'image donnée pour le reste de Pour toi, de l'adversité. la pression elle était plus dans les rangs de qui de City, largement. Pour moi, en tout cas. Parce que Arsenal a quand même 9 points d'avance, même si City a un match en retard. Et on a surtout une équipe d'Arsenal qui était sur une bonne dynamique par rapport à son petit trou qu'ils ont fait le week-end dernier. Et que City avait besoin de prendre ce match pour sauver la saison et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Question que je voulais te poser du coup sur les gardiens, parce que ça a beaucoup fait réagir. Ouais.
Kepa Trafford, du coup, pour commencer la finale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce système-là, de mettre les gardiens remplaçants? Trafford, il y a cette hiérarchie qui s'est mise en place à City, parce que Trafford est arrivé avec le statut de premier goal pour City. Forcément, il vient comme un peu petite pépite, etc. Que Donnarumma arrive très tard et qu'il s'installe direct en goal référence de City. Que Trafford fait ça de boulette face à Tottenham, qu'il pénalise sur le reste de la saison. Et puis surtout, on le voit apparaître que pendant la Cup. Et au final, hier, les deux coachs font ce choix. Mais les deux coachs, en faisant ce choix, n'ont pas de certitude par rapport à leur performance. Hier, Kepa peut faire le match de Trafford et l'inverse, et tout le monde est content, et Arsenal prend la compétition, et on crache sur Trafford. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé, et on s'est pris à Arteta, alors que lui, il a été plutôt droit. Ça me rappelle un peu, tu sais, la campagne de Ligue des Champions de Marseille, d'Europa League de Marseille. Avec Yoann Pelé. Voilà. Qui les amène en finale, et c'est Mandanda qui joue la finale, et c'est pas son erreur à lui, c'est plutôt Anguissa qui perd le ballon à l'entrée de la surface. Mais voilà, c'est toujours un choix fort à faire. L'année dernière, en 2024, tu as Courtois aussi qui est remplacé en finale. Et c'est le Nîmes qui fait toute la campagne, et pourtant il a été incroyable. Et c'est sûrement ce que tu vas avoir aussi cette saison, parce que Courtois s'est fait les adducteurs. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte quand tu es coach. Et je pense que pour moi, c'est pas là où il faut tirer sur Arteta. J'en reviendrai après, mais ça, c'est un choix. Peut-être qu'il leur fait perdre de confiance, mais avant, il y a 70 minutes ou même un peu moins, où Arsenal doit être un peu plus décisif et un peu plus de création pour animer ce match et ouvrir le score. Et là, du coup, pour cette finale, là où City avait des offensifs de qualité sur le papier, des Erling Haaland, des Ryan Cherki, finalement, la lumière, elle est venue de O'Reilly, qui marque par 2 fois. Qu'est-ce que tu penses de sa saison, et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait dans cette finale? O'Reilly ? Ouais. Il y a une vidéo sur TikTok qu'on allait sortir justement sur mon 11 où je le mentionnais. Moi, ça a été une surprise un peu sur la fin de saison dernière, et puis maintenant. Je le trouvais meilleur ces dernières semaines dans l'axe. Je sais pas si tu l'as vu un peu. Ouais, il jouait un peu plus relayeur et tout, et franchement, ça lui allait bien. Mais finalement, ça n'a pas aidé l'équipe. En fait, l'équipe était dans sa méforme à ce moment-là. Ouais, exact. Et on connaît la spécialité de Guardiola de mettre des mitards à gauche. Il y a eu Zinchenko, il y a eu qui d'autre ces dernières années? Il y a eu Cancelo, sur son mauvais pied, mais ça n'a rien à voir. Et après, il le fait à droite aussi. Ouais, il y a eu Matheus Nunes, etc. Ça a été le cas pas mal de fois chez Guardiola, parce qu'il a envie de rajouter de la technique. Et puis surtout les côtés hybrides, même si on l'a un peu moins vu, et que Matt O'Reilly, Matt O'Reilly, c'est celui de l'OM. Ouais. Non, c'est Brighton. Ouais. Et du coup, tu as cette capacité à plus combiner, à rentrer dans le jeu, à combiner. Et des fois, hier, par exemple, on a vu Bernardo Silva très bas sur le terrain, même derrière Rodri pour aller chercher les ballons. J'ai pas trop compris, parce que il fallait peut-être une construction plus haute, même si le pressing d'Arsenal n'était pas tonitruant, etc. Mais c'est vrai que c'était intéressant de le voir retrouver ce poste de latéral gauche. Il aime bien coller la ligne, il a un niveau technique plutôt élevé. On l'avait vu face au Real aussi, où il avait marqué, je crois, doublé aussi. Ou je crois qu'il y en a un qui a accordé. Un CSC peut-être, un soir un deux. Mais en tout cas, il est très proactif quand il a la balle. Même quand il l'a pas, il essaye de proposer. Il fait souvent sortir City de la densité quand le jeu penche d'un côté. Et c'est une belle trouvaille pour Guardiola, qui arrive encore une fois à sortir un jeune du centre. Maintenant, ça reste à confirmer. Ça reste aussi à voir comment ça va se passer si Guardiola part. Mais ouais, c'est intéressant. Tu l'aimes bien Ouais, c'est intéressant. Et puis je pense qu'il a vraiment quelque chose à jouer dans l'équipe d'Angleterre aussi. Parce que du coup, il a intégré l'équipe il n'y a pas si longtemps avec Tourelle. Et finalement, les postes de latéraux à gauche, c'est un poste. À droite, c'est blindé. À droite, c'est blindé. À gauche, il y a une voie royale depuis assez longtemps. En vrai, depuis Danny Rose, qui était un peu qui a eu sa petite période. Il y a eu Luke Shaw, mais qui a été vite un peu irrégulier avec les blessures. T'es très gentil avec Danny Rose. Il a été bon pendant 1 an ou 2. Et il avait sa place à ce moment-là. Mais après, il y avait Luke Shaw qui était bon à ce moment-là aussi. Mais finalement, depuis, regarde, Luke Shaw, au final, même dans ces périodes compliquées. Marqué en finale de l'Euro. Qui? Luke Shaw. Ouais, mais même justement, sa place à l'Euro, il l'a parce qu'au final, à gauche, il n'y a pas de concurrence. Parce qu'il n'a pas été très très bon sur les 5-6 dernières années. Il a été régulier. Il revient d'une grosse blessure quand même au début de son histoire avec United. Même 2, il en a fait, non? Ou une seule? Ouais, la plus grosse quand même, c'était en Ligue des Champions. Je crois que c'est quand il y a Depay, donc 2019 par là. Mais ouais, du coup, je pense qu'Aurélie a totalement son mot à dire à gauche. Et en vrai, c'est un joueur très intéressant. Donc
J'attends de voir ce que ça va donner à Et puis la Coupe du Monde. Tourelle aussi utilise ce genre de système hybride où il pourra rentrer dans l'axe. Mais on l'a vu, moi je l'ai vu surtout contre le Real où vraiment il va très vite et tout. Les concurrents qu'il y a dans la liste, pour lui, ce serait qu'il y a Dan Burn, j'ai vu là sur la dernière liste. Dan Burn, il y a Spence qui est aussi à gauche. Dan Burn, c'est sérieux pour toi à gauche? Moi c'est plus dans le. Brighton, il joue plus à gauche à la base. À Newcastle, pardon, maintenant. Ouais, Newcastle, pardon. C'est il joue Duck, plus. Mais maintenant, il y a Lewis Hall. Bah voilà, c'est justement Lewis Hall, peut-être qu'il va prendre le poste de numéro 1, mais ça va peut-être se jouer avec O'Reilly. Ça veut dire Luke Shaw, il va même pas? Non, il n'est pas sélectionné. Pas sélectionné. D'ailleurs, O'Reilly était le 3e plus jeune buteur de la finale de la Cup. Après, j'ai vu Wayne Rooney, notamment en 2006, et Whelan en 82. Donc, c'est une petite stat intéressante. Bon, comme on a dit, on pourra mettre la petite image qui est sympa. Cherki, premier trophée, si je ne me trompe pas. Ouais, premier trophée, en photo avec Erling Haaland. T'as pensé quoi de sa finale? T'en as parlé un peu tout à l'heure. Tu lui as découvert un peu de vice. Ouais. C'est quoi ce que tu ressors de sa finale? Franchement, un des seuls joueurs sur le terrain, même pas du côté de City, à avoir de la liberté, à faire un peu ce qu'il lui chante. Je trouve que ça lui a réussi. Tu as eu enfin des match-ups de City gagnés, en tout cas balle au pied. Je pense à Semenyo. Donc ça a aidé un peu aussi au décalage, à une animation un peu plus concrète. Et ouais, Cherki, on l'a vu en première mi-temps, mais d'une façon un peu pas décisif, où ça apportait pas grand chose, etc. Mais en deuxième, il a été relâché grâce au but d'O'Reilly. Il a été un peu plus dans la provocation. D'ailleurs, on fait que de parler de ça. Le petit jongle. Ouais, non, mais pas que ça. Mais il y a eu plein d'autres trucs. À un moment, il fait chanter Calafiori et Martinelli sur le côté pendant un quart d'heure. Et puis, il a cette maîtrise. C'est la facilité de garder cette balle alors que tu es sous pression, que... j'ai l'impression qu'il avait 15 ans de bouteille derrière. Parce qu'il y a plein de ballons où, justement, à 2-0, il essaie de garder la balle, où il essaie de les faire un peu monter en pression. Je crois que Ben White prend un jaune à cause de lui, et du coup, ça le pénalise un peu sur les occasions d'après. On a vu aussi un ballon aussi à la toute fin où il essaie de conserver la balle face à Gabriel, sur une transition où il essaie de calmer un peu le rythme. Et c'est Rodrigo qui perd la balle. Tu vois, alors que c'est un ballon d'or, c'est quelqu'un qui a la gestion en lui, et pourtant c'est lui qui panique un peu, met des faux ballons, et alors que Cherki, techniquement c'était incroyable. Et puis il fait pas un bout de match, là il fait l'intégralité du match avec vraiment de la qualité, et j'ai trouvé ça vraiment très fort de sa part. Pep va réussir à le mettre en place sur les 2 prochains, mais... Oui. On verra. Mais... Moi je vois souvent ça, et ça en fait c'est très frustrant, parce que l'aller-retour contre le Real, c'est peut-être là où on le voulait plus, la vitrine de la Ligue des Champions. Mais voilà, on aime tous Cherki, on en a parlé dès notre première émission. Donc ça a été très intéressant à regarder. Mais ouais, je voulais juste revenir un peu sur la première occasion quand même d'Arsenal. Toi, tu penses que ça aurait pu quand même changer le match. Comment tu juges la performance d'Arsenal? Parce que ça fait un peu beaucoup que... je trouve que ça fait trop gros de le perdre, ce titre-là. Surtout avec ce qui se passe en championnat. De toute façon, ce sera la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va être un tournant? Mais c'est sûr, moi honnêtement, je voyais quand même Arsenal gagner. Je pensais qu'avec la dynamique actuelle, ils allaient se mettre en confiance avec une victoire dans cette finale. Finalement, c'est pas le cas. Comme tu as dit, il y a ce côté un peu stress qui ressort directement chez les Gunners dès qu'il y a de l'enjeu. Là, sur la finale, ça s'est ressenti. Après, oui, l'action, au final, elle est magnifique. Et Trafford, s'il fait pas cet arrêt de fou, d'abord avec une sortie très rapide dans les pieds de Kai Havertz, puis après je crois qu'il y a Saka qui frappe, et peut-être je sais pas qui frappe en troisième. Saka tire pile sur les mains de Trafford. Et après il y a une troisième frappe, je sais pas si c'est encore Havertz ou un autre. Mais en tout cas tu as la triple occasion. C'est sûr que c'est un tournant, parce que si tu marques Arsenal, vraiment, je pense que ça les aurait vraiment rassurés. Il lui glisse un sacré ballon. Et finalement, regarde comment quand ils encaissent le but, c'est sur la boulette de Kepa, tu vois, qui rate son intervention. Et là, tu as un double coup derrière la tête, tu prends un but, et en plus ton gardien fait une erreur. City, à l'inverse, prend confiance. Et derrière, je crois qu'ils mettent le deuxième dans les 5 minutes qui suivent. Ouais. Voilà, donc. En fait, le match, il a basculé dans le mauvais sens d'un coup. Et eux, ils n'ont pas été capables de prendre l'avantage avant. Donc voilà, c'est dur, mais c'est à l'image de leur dernière finale. Parce que justement, je crois que j'avais noté, ça fait 4 finales de Coupe de la Ligue perdues de suite. Ouais. Et ça commence à faire un peu beaucoup. Ce qu'on peut revenir aussi, c'est sur les dernières performances. Alors, c'est pas en première ligue, mais en Ligue des Champions et en finale, t'as le syndrome des deuxièmes goals là qui te plombe. On a eu Jürgensen, on a eu Kinski.
Et là, on a Kepa. L'autre côté, on a un Trafford qui fait un bon match. Et puis, malgré sa grande taille, son 93, là, il est à l'aise au pied. Et puis, il avait cette possibilité aussi de C'est sûr qu'il fait fixer 93, je crois qu'il est encore plus grand. Ah ouais, Je crois qu'il fait un 97, je crois. 97, ouais. Ouais, il est géant, je crois. Mais ouais, sur le coup, je vais parler forcément de l'animation que Pep a proposé, en tout cas en défense, sans le ballon. C'est ressorti un peu de toutes parts après le match, mais c'est très flagrant quand tu regardes à certains passages de la deuxième mi-temps. L'adaptation que Guardiola a permis à City pendant ce match, c'est vrai que moi, ça m'a totalement surpris, et l'adaptation, elle est très intelligente. On peut souligner un peu les erreurs de Guardiola en Ligue des Champions dans des moments cruciaux. Je pense à certains moments contre le Real. Il y a eu la finale de Ligue des Champions contre Chelsea, alors que tu les bats une semaine avant. Tu te mets en 3-4-3 alors que tu n'as jamais joué de la saison comme ça et que tu perds la finale face à un but de Kai Havertz, justement. Et par contre, en Première Ligue, sur toutes ces années, c'est du génie. Et là, ce qu'il a proposé encore en finale de FL Cup, c'est sensationnel. Il y a des phases de jeu où Saliba, Gabriel ou Kepa ont la balle, qu'il y a une ligne de 4, une ligne de 2, une ligne de 4, et il laisse la création de Arsenal totale. Et il s'est rendu compte que Arsenal, avec la balle, ils sont inoffensifs. Que malgré 2-3 cassages de ligne de Saliba sur des relances, Arsenal a pu se porter dangereux sur des transitions un peu construites. Mais dès lors que Arsenal avait la balle en sortie courte, cette ligne de 4 les gênait, leur transmission sur Declan Rice et sur Zubimendi. Du coup, tu avais une incapacité à créer ton jeu, à élaborer, parce que souvent les équipes les pressent pour mettre la pression. Et puis surtout que des fois, tu as des chocs de style entre ta façon de presser et une autre. Et là, on a vu qu'ils étaient en totale incapacité à créer quoi que ce soit, en fait. Ouais. Et par rapport à Pep, je pense qu'on peut mettre l'image, parce que justement, en termes de trophées, du coup, il est devenu l'entraîneur le plus titré dans cette Coupe de la Ligue, donc avec 5 victoires, devant Ferguson, Mourinho notamment. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est peut-être la finale qu'il voulait le plus gagner. Regarde, je mets l'image derrière. J'ai trouvé sur les buts, à la célébration à la fin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je l'ai trouvé vraiment hyper heureux de la gagner, la Cup. Ouais. Et pourtant, je pense que si tu regardes les images des années précédentes, peut-être de la dernière Cup gagnée, je suis pas sûr qu'il était autant content. Est-ce que toi, tu l'as analysé pareil de la même manière que moi, et est-ce que tu comprendrais ça ? Ouais, sur le deuxième, il saute devant Arteta, etc. Et je l'ai rarement vu faire comme ça. Je pense que c'est plus... alors déjà, la frustration que tu as engendrée face au Real, où tu arrives à marquer un but sur 180 minutes. Et surtout, le creux que tu as laissé en championnat, je pense que ça commence à se faire ressentir là, que tu arrives dans le Money Time et que ta course au titre, tu la lances de la pire des manières. Et on a vu, il a été un peu soulagé. Malgré ça, je trouve pas que ce soit une saison sauvée malgré ce titre-là. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait léger pour un club qui a autant investi, qui est certes dans une reconstruction, parce que je l'avais déjà dit, de passer à autre chose avec des mercatos d'hiver un peu douteux où des joueurs doivent s'adapter alors qu'ils sont très jeunes. Même si on a des confirmations petit à petit, notamment Koussanov qui était venu de Lens, où vraiment je l'ai trouvé incroyable déjà en rythme de match. Il est toujours présent, il prend un jaune très tôt dans le match, mais il a une telle capacité à courir vite, à être bon dans les transitions défensives, que vraiment il lui manque que peut-être balle au pied, où il a de la progression dans les transmissions, etc. Mais on reste dans un processus de passage de témoins pour certains joueurs. Et Guardiola a un peu de mal quand même à s'adapter à tout ça, et en tout cas à faire comprendre à son équipe qu'il faut jouer de telle manière. À l'inverse, Arteta. Toi, tu t'aimes bien, hein, de quoi ? Parce que Guardiola... tu penses qu'il a sauvé sa saison par rapport à... Non, pour moi non. Pour moi non, mais il a permis d'avoir un petit lot de consolation et de peut-être lancer un truc qui peut peut-être changer certaines choses. Mais avant qu'on se pose la question du tournant, j'aimerais qu'on parle un peu du coup d'Arteta, d'Arsenal. Encore une finale perdue pour Arteta. Hein. Et surtout, j'avais noté la stat. Ça fait 2060 jours sans trophée pour Arsenal. Ça compte carrément. Non, mais il y a eu le chiffre qui est sorti
Parce que, en fait, ce qui est frappant, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est même pas pour se moquer ou quoi. C'est vraiment quand tu vois l'équipe que t'as, la compétitivité. Si tu fais le total des points pris en PL depuis 3-4 ans, Arsenal, ils sont premiers. Ils sont souvent dans des finales. En LDC, ils font un gros parcours. Mais en fait, il serait temps de gagner aussi. Et en fait, ce genre de cup, c'est pas le plus important de leur saison. Parce que t'as encore la PL, t'as quand même une voie royale. La LDC, t'as quand même aussi une voie royale pour aller au moins en finale. Déjà, notamment en demi-finale, pour commencer. Mais il serait temps de gagner. Et en fait, là, tu te remets en question un peu. Alors pourtant, rien n'a changé en première ligue, rien n'a changé en LDC. Mais avec cette défaite, j'ai l'impression que tu peux commencer à avoir un peu des doutes en mode, mais non, ils vont pas le refaire. Tu nourris les gens qui te disent c'est des chokers, etc. Mais en même temps, c'est ça. À chaque fois, on en parle. À chaque fois, on dit non, mais Arsenal a grandi, Arsenal a machin. Et finalement, tu joues une finale, tu la perds. Alors, ça reste un match de foot. Tu joues City, qui est quand même une équipe habituée, avec un coach qui est habitué à ces finales-là. Mais ce sera là où, en fait, Arsenal va devoir montrer qu'ils sont vraiment capables de passer outre cette finale. Et que leur objectif principal cette saison, c'est quoi? C'est la PL, c'est la Ligue des Champions. Mais qu'ils vont devoir assumer ce statut-là en allant au minimum chercher la PL. Parce que je pense que si tu prends pas la PL cette année, avec l'avance que tu as, avec l'équipe que tu as, la profondeur d'effectifs, avec l'instabilité de tes concurrents, comme City notamment en PL qui a perdu beaucoup de points, je pense vraiment que c'est le plus gros choc de l'histoire de la Première Ligue. Et je vois pas, même là en réfléchissant, je sais pas ce que t'en penses, je vois pas une autre équipe qui aurait fait pire. Parce qu'ils paraissent tellement supérieurs en Première Ligue en termes de stabilité, défensivement parlant, que je trouverais ça choquant de pas aller chercher le titre cette année. Bah ouais, t'as bien résumé. Maintenant, il y a tellement d'aspects que tu peux rajouter à l'addition. Il y a le côté crispation que je mentionnais tout à l'heure, qu'on a beaucoup retrouvé cette saison quand ils se font égaliser, quand ils ont un peu de doute, etc. On l'avait vu récemment avec Wolverhampton où ils se font égaliser, ils reviennent au score complètement lunaire alors qu'il y a 2-0 et que c'est le dernier du championnat et qu'ils n'ont pas marqué un point depuis un moment. Et puis tu as cette dimension où Arsenal forcément traîne cette image de loser et que ça fait un moment que tu n'as pas ramené un trophée. Je crois que c'est la première année d'Arteta où tu prends la Carabao. C'est 2023. Avec la Lacazette et 2023. Aubame. Donc ouais, c'est triste, sachant que la génération quand même marque les esprits, fait parler. Mais si on reprend le déclat de Thierry Henry après le match, lui il s'en fout de la Ligue des Champions, il s'en fout de cette finale. Oui, il veut la Première Ligue. Il veut la Première Ligue. Mais dans une saison, tu as le droit de te faire plaisir. Et pour moi, ce trophée-là, c'était clairement un moyen de montrer que tu as des ambitions, que tu vas pas te freiner. Que c'est nous les boss cette année. Ouais, il faut montrer, surtout dans une saison où tu as eu beaucoup d'investissements cet été, que pas beaucoup d'équipes confirment avec les investissements. Moi, je veux répéter, Liverpool, Chelsea, ils sont pas à la hauteur. L'année dernière, on avait des sommes de points à cette période bien plus hautes. Là, tu vas finir avec une équipe de Première Ligue première qui va même pas atteindre les 85, 90. Donc, ça reste quand même une saison où si tu fais une saison comme l'année d'avant de certains candidats au titre, tu l'es facilement et tu es même devant, je pense. Tu vois. Donc, pas mal d'équipes ont déçu, dont Liverpool. Mais Liverpool, ça reste quand même pour moi le plus gros choc de la saison en termes d'investissement, en termes de cohésion. Après ce que tu as fait la saison dernière aussi, il faut prendre ça en compte. Mais ouais, c'est étonnant de voir une équipe d'Arsenal qui, dans les moments où c'est un peu serré, où l'enjeu commence à monter, tu retrouves plus la même confiance. Les mecs ont les jambes qui tremblent, il n'y a plus d'idées. 1-0, t'as pas une vraie réaction et tu prends direct le but qui suit. Voilà, c'est Wembley un dimanche pour gagner un trophée. T'as pas ce supplément d'âme pour aller chercher un trophée, franchement. J'espère qu'ils vont pas te choquer sur les 8 dernières journées. Parce qu'il y a la guiche, 8 journées, ça fait beaucoup de points et c'est beaucoup d'occasions pour les perdre. Tu as un match contre Newcastle et un match contre Manchester City à l'Etihad. Il y a vite moyen de rentrer dans Justement, la tête des Gunners. On a affiché le classement. Là, on voit que City a 9 points de retard, mais avec un match de moins. Donc, dans l'idée où le City gagne son match en retard par rapport à Arsenal, ça ferait du coup 64 points. Donc, ça serait 6 points de retard sur Arsenal. Sachant que tu as le match à l'Etihad. Donc tu peux te dire que potentiellement City peut gagner encore une fois contre Arsenal, ce qui ferait 3 points d'écart. Finalement, derrière, Arsenal a une meilleure différence de but. Donc après, on sait qu'Arsenal défend bien, donc ça m'étonnerait que City passe devant en termes de différence. Mais ça veut dire que derrière, il n'aurait plus qu'une seule cartouche, Arsenal. Donc il pourrait se permettre de perdre une fois. Par contre, derrière, si tu fais un autre faux pas, City passe devant. Mais après, est-ce que City est capable de montrer une régularité parfaite sur les 8 derniers matchs? C'est aussi la question, parce que là, ils ont été très bons en finale, en gagnant la finale du coup. Mais
faut pas négliger que sur les dernières semaines et les derniers mois, ils n'ont pas fait preuve de régularité, de sérieux dans toutes les rencontres, malheureusement, pour cette course au titre. Mais en même temps, comme tu as dit, 8 journées, ça reste long. Arsenal, sur les dernières années, ils ont montré qu'ils étaient capables de perdre le titre sur les derniers matchs. Donc, rien n'est fait. Moi, j'ai l'impression que rien n'est fait. Mais en même temps, Arsenal, s'ils veulent vraiment gagner le titre, t'envoies un gros message en gagnant à l'Etihad, tout simplement. Il y a France Max qui est d'accord avec toi dans le chat. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, on répète choke et choke depuis un moment, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont toujours pas fait ce truc qui te l'enlève, ce Toi, mot choke. tu leur enlèves cette étiquette s'ils prennent la première ligue. Au moins, ouais, parce qu'ils auraient prouvé que. Alors, ils auront choqué sur certaines années, mais là, ils auront montré que c'est terminé. Donc, pour moi, ouais, l'étiquette du choke, en fait, elle est en train de se décoller. Là, on l'a un peu plus recollé, du coup, parce qu'ils ont perdu cette finale. Ouais. Mais si tu vas chercher l'APL au minimum, là, pour moi, le côté choke, tu l'enlèves, parce qu'ils auront assumé leur statut. Voilà, après quelques années, après l'arrivée d'Arteta, des années de transition, puis derrière des années où tu t'es jugé, tu as joué la course au titre, mais tu n'as pas réussi, finalement, tu réussis, tu gagnes ce titre. Et tu prouves à tout le monde que c'est fini. Arsenal, c'est plus une équipe de joker, c'est une équipe qui gagne les trophées, qui gagne la première ligue. Et il y a un coup de com' aussi de Guardiola en fin de match, quand il vient au micro de, je crois, la Sky, où il continue à brancher un peu sur. Est-ce que c'est les meilleures équipes? Voilà. Ouais. Est-ce que toi, tu partages? Parce qu'on rappelle, il a dit que c'est une équipe référence, une des meilleures équipes d'Europe. On est d'accord ou pas, je sais pas, mais est-ce que tu trouves que dans cette globalité, dans cette idée de meilleure équipe, parce que défensivement ça reste quand même très solide, malgré hier ils craquent grâce à leur goal, toi tu penses que ça reste quand même réel, une équipe forte? Et puis surtout, est-ce qu'il y a ce côté-là en Ligue des Champions? Moi je pense que ça reste la vérité. Au final, qui est premier, qui est deuxième, on le sait, c'est Arsenal qui est premier. Sur la première partie de saison, ils sont premiers en première ligue et premiers en saison régulière. Et puis il faut pas négliger peut-être la possibilité que les Gunners on fait part d'un petit relâchement aussi sur la finale. C'est pas facile d'être, même si ça reste des joueurs professionnels qui doivent être performants à chaque match, mentalement concentrés, c'est une finale, tu dois la gagner. Mais en même temps, je pense qu'ils ont tellement de pression en première ligue. Tu vois, en Ligue des Champions, je les trouve plus détendus. Et puis, ils ont joué Leverkusen, qui est quand même un peu moins fort que certaines équipes dans cette compétition. Mais je pense qu'ils sont tellement concentrés en première ligue pour aller chercher ce trophée que peut-être qu'il y a eu ce petit relâchement. Tu vois, comme tu as parlé à un moment, tu trouvais qu'ils n'avaient pas mis ce supplément d'âme pour mettre l'énergie, pour aller remonter et pour prendre l'avantage au départ. Mais c'est peut-être lié à ça aussi. C'est qu'ils mettent tellement d'énergie, leur mental il est tellement concentré sur la première ligue que peut-être qu'il y a eu ce relâchement. Alors il n'est pas normal parce que en fait, tu devais mettre la pression, tu devais montrer à tout le monde que cette année c'est Arsenal et c'est pas City. Mais en même temps, il y a peut-être ce côté-là compréhensible qui fait que tu peux pas non plus des fois être tout le temps à 200% mentalement, physiquement, tout. Tu as souvent un relâchement et le relâchement d'Arsenal était peut-être dans ce match-là. Mais par contre, ce sera à eux de prouver dans les prochains matchs de PL que c'était juste un coup d'arrêt, mais que la PL elle est pour eux et qu'il n'y aura pas de choke. Je vais arriver à la question qui va conclure un peu ce match-là, par rapport au tournant. Est-ce que c'est un tournant pour City? Parce que ça peut rentrer dans le côté psychologique et aussi sportif. On va voir Arsenal s'il réagit bien en championnat, même en Ligue des Champions, parce que y a une équipe du Sporting qu'ils doivent affronter. Et je me rappelle, il y a quelques années en Ligue Europa, ils tombent contre Sporting et ils sortent en 8e d'Europa League contre eux, même si les équipes étaient bien différentes. Moi, il y a le côté où Guardiola me rappelle un ingénieur de Formule 1. Sur le côté zone grise. Les ingénieurs, tout l'hiver, ils cherchent justement cette zone grise pour justement avoir cette avancée, avoir ce petit plus ou que tu n'as pas pensé et qui t'amène forcément à une supériorité face à quelqu'un. Et là, ce qu'il a fait pendant le match, c'est un peu ce genre de choses. C'est-à-dire de trouver le point faible des autres et de se l'approprier pour justement performer au mieux. J'ai trouvé une équipe de City qui était vraiment réceptif à tout ce que Guardiola a voulu mettre en place. Ils se sont pas agités, ils ont été très calmes. Et j'ai eu l'impression que c'était City qui avait 9 points d'avance en première ligue. Parce que l'air de rien, c'est aussi une retranscription de ce qu'on voit en première ligue et on l'a pas du tout vu. C'est pas un leader qui est serein. C'est pas un leader qui domine partout où il passe. On a eu un aller contre Leverkusen où vraiment, sans cette petite faute ridicule, ils sont en ballottage défavorable pour le retour à l'Emirates. Et l'Emirates, il est différent. Ouais. Quand tu es leader de première ligue, du championnat le plus exigeant, même si on le critique beaucoup, pour moi, il doit être
mettre de leur jeu partout où ils vont. Et ça n'a pas été le cas. Tu vas à Wembley, avec un stade moitié-moitié comme je les aime, là, tu sais, rouge à gauche, ça c'est magnifique. Ouais. T'arrives pas à être cette équipe qui est en place, qui permet aussi à ces joueurs de se créer plusieurs occasions sur un match. Là, t'as que la première. T'as aussi, alors c'est un peu la culture du moment, mais un Declan Rice qui a eu des limites dans la création. Alors, Declan Rice, on va le louer toute la saison. C'est un très bon joueur. Franchement, il n'y a rien à dire. L'année dernière, moi, il m'a crucifié au Bernabeu, enfin à l'Emirates. Je pense que je m'en souviendrai plein de fois. Et maintenant, ça le met dans les conversations quand tu dis qui sont Sec, là. Si ta vie est en jeu et qu'il y a un coup franc à tirer, tu mets qui? Il y a Rice dans les 5, alors qu'il a mis 2 coups francs dans sa vie. Mais là, en ce moment, ça parle de Declan Rice comme sous-sec, mais actif sur les réseaux sociaux. Tu vois ou pas? Mais non, en vrai, j'ai été un peu déçu parce que quand un champion, et sûrement probablement le champion d'Angleterre cette saison, sans retournement de situation fou, et que tu sois aussi peu dominateur quand c'est un autre contexte. Je trouve ça affolant. Et cette saison, on les a vus un peu nager dans le vent face à des équipes où ils perdent. Tu sais, t'as pas l'impression qu'Arsenal, on les a entendus plein de fois perdre des points et qu'ils sont encore premiers avec 9 points d'avance. Je trouve ça assez bizarre et moi, je voudrais mettre en avant je préférais mettre en avant leur côté solide, efficace, tueur devant la cage. Alors que t'as un Gyökeres, t'as un Kai Havertz, t'as un Gabriel Jesus et tu sais même pas qui est vraiment titulaire. Même si moi j'aime beaucoup Kai Havertz et je trouve qu'il a quand même redonné un mini second souffle avec son retour de blessure, mais ça reste trop léger. Hier, il peut quand même les mettre sur des bons rails. Jesus a mis la barre aussi hier, je crois. À la fin. Ouais, sur une tête. Donc ça reste très, très faible et moi j'ai ce problème, tu vois. Et ça m'étonnerait pas qu'ils finissent champion d'1 point, tu vois. Malgré cette avance qui est encore. On passe à la suite. Tu m'as perdu un peu avec la F1. Mes seuls rêves F1, c'est Lewis Hamilton et le film qui est sorti il y a pas longtemps. T'es allé le voir? Ouais, c'était pas mal. On passe à la suite. On passe à la course à l'Europe. Parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure,